Ce blocus, comment va se passer ce blocus américain du détroit d'Ormuz. Nous serons au Qatar, nous serons à Washington, nous serons également en Iran, puisque l'Iran sourit, prend même les choses avec beaucoup de légèreté, alors que Donald Trump a décidé le blocus des ports iraniens et donc par extension le blocus du détroit d'Ormuz à partir de 16h. Aujourd'hui, Mathieu. Oui, et envoyez-nous toutes vos questions sur le WhatsApp de la matinale de BFM TV. Elles sont nombreuses ce matin, tant la situation est complexe. Il est 8h, bienvenue si vous nous rejoignez dans votre matinale sur BFM TV. Le blocus des ports iraniens commence aujourd'hui à 16h. Information de la nuit, les navires qui entrent sortent de ces ports et des zones côtières iraniennes seront privés de passage. Les détails des débuts de ce journal. Et on parle de menaces ridicules et amusantes. Nous serons en duplex de la capitale iranienne et de Washington avec Théo Bassilane. Conséquence, le pétrole est reparti à la hausse ces dernières heures et dépasse désormais les $100 le baril. Nous serons dans une... Téhéran dit de son côté avoir été à 2 doigts d'un accord avec les États-Unis ce week-end. Nous serons à Washington dans un instant. Le blocus naval américain du détroit d'Ormuz qui commence à 16h tout à l'heure. Ce ne sera pas un blocus total. Seuls les navires entrant ou sortant des ports iraniens seront arrêtés. Pas de quoi impressionner l'Iran qui rappelle que le détroit est entièrement sous son contrôle. Il menace de piéger ses ennemis dans un tourbillon mortel. Siavosh Ghazi nous attend à Téhéran, mais d'abord la bataille navale du détroit d'Ormuz est-elle lancée? David Bouteiller avec Adrien Spiteri. C'est à 16h le blocus entrera en vigueur dans le détroit d'Ormuz. L'armée américaine empêchera tous les navires entrant ou sortant des ports iraniens de passer. Pour y parvenir, elle pourra notamment compter sur l'un de ses porte-avions déployés au Moyen-Orient, l'USS Tripoli. Soit la possibilité d'un bâtiment d'escorte du porte-avions de se rapprocher d'un navire qui voudrait rentrer ou sortir et lui dire demi-tour. Et puis après, il y a aussi des moyens aériens. On peut très bien envoyer un hélicoptère, déposer des hommes pour prendre le contrôle du bâtiment. Cette décision intervient après le refus de l'Iran d'abandonner ses ambitions nucléaires. Le but, affaiblir encore un peu plus financièrement le régime des mollahs, selon ce spécialiste. Depuis le début de la guerre, les Iraniens ont continué d'exporter leur pétrole, notamment vers la Chine, mais aussi vers d'autres pays, comme l'Inde ou le Pakistan. S'ils coupent totalement ce flux, ça veut dire que les Chinois, les Pakistanais et les Indiens ne peuvent plus y accéder, donc ils vont chercher du pétrole ailleurs. Les bateaux, allant ou venant d'autres pays, pourront eux circuler librement dans le détroit d'Ormuz. Un passage stratégique où transite 20% du pétrole mondial. Général Pellistrandi, militairement, comment est-ce possible ce blocus américain? Alors, il faut bien comprendre que la marine américaine, elle est déployée depuis plusieurs mois dans le golfe d'Oman et qu'elle dispose de nombreux bateaux qui peuvent servir donc à contrôler ce blocus. Vous avez en particulier, vous voyez, ces corvettes, ce qu'on appelle le Littoral Combat System, c'est l'espèce de trimaran et qui sont capables en fait d'aller voir les bateaux, d'inspecter les bateaux qui seraient en train, en quelque sorte, de violer le blocus. Ces bateaux, ils sont polyvalents, ils ont même une plateforme pour un hélicoptère, donc on peut les projeter. Vous avez aussi ces deux destroyers qui sont rentrés, d'ailleurs, la semaine dernière dans le golfe d'Ormuz, qui sont rentrés, qui sont ressortis, et ils peuvent aller, en quelque sorte, inspecter, contrôler les bateaux qui seraient suspects, donc, de profiter à l'Iran. Et puis finalement, il reste un autre outil majeur, bien entendu, dont on a peu parlé ces derniers jours, mais il est toujours dans le Golfe, c'est le porte-avions Abraham Lincoln. Il a des avions, des hélicoptères. Donc, en fait, énormément de moyens maritimes qui peuvent surveiller cet espace pour appliquer le blocus à partir de cet après-midi, 16h. Siavosh Ghazi, correspondant de France 24 et RFI en duplex de Téhéran. Que dit l'Iran de ce blocus américain et comment compte réagir Téhéran? Selon l'agence FARS, le détroit d'Ormuz est totalement bloqué désormais, mais néanmoins, 3 navires iraniens ont pu traverser ce détroit et se trouvent en mer d'Arabie. On ne sait pas comment les Américains vont agir contre ces 3 navires. Le président du Parlement iranien, Mohammad Baghir Ghalibaf, qui dirigeait la délégation iranienne à Islamabad, a lancé une mise en garde. Nous sommes prêts à la guerre si vous choisissez la guerre, mais nous sommes prêts également à la logique si ça sera votre choix. Il est gardien de la
coalition, de leur côté, ont lancé une mise en garde en affirmant que toute approche d'un bateau militaire dans la zone sera considérée comme une violation du cessez-le-feu et que l'Iran réagira avec force à toute approche de navires militaires de la part des États-Unis. Les autres avertissements se multiplient également. D'ailleurs, l'Iran va jouer, semble-t-il, sur la carte du Yémen, puisqu'un incident maritime a été signalé dans cette zone. L'entrée en action des Houthis au Yémen, aux côtés de l'Iran, pourrait perturber le trafic maritime dans cette zone, ce qui aura des conséquences encore plus importantes sur le marché international, en particulier le prix du baril de pétrole, mais aussi de l'essence. Sévoge Ghazi, en duplex de Téhéran. François Clémenceau se tourne vers vous. L'Iran a déjà le contrôle du détroit d'Ormuz. Donc ce blocus américain, à quoi va-t-il servir? Peut-il faire plier les mollahs, comme le souhaite Donald Trump? C'est possible. La question c'est combien de temps va-t-il falloir pour parvenir à ce résultat, sachant que le blocage des bloqueurs, c'est un blocus qui concerne toute la région. Pas seulement les bateaux qui entrent ou qui sortent d'Iran, mais aussi tous les autres pays du Golfe, puisque, à part l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis qui ont un oléoduc qui leur permet de contourner le Golfe et d'aller directement soit en mer Rouge, soit dans le Golfe d'Oman, tous les autres pays qui exportent leur pétrole et leur gaz seront bloqués également. Pourquoi? Pas tellement par les Américains, mais par le fait que le détroit est supposément miné, et tant qu'il n'est pas déminé, ou en tout cas sécurisé, personne n'entrera et ne sortira. Et donc ça veut dire que les exportations et les approvisionnements en matières premières, mais aussi en marchandises et notamment en nourriture, 90% des pays du Golfe dépendent de l'extérieur pour se nourrir. Tout ça, ça prolonge donc cette souffrance économique et sociologique pour tous les habitants de cette région. Donc ça va être dur pour l'économie, dur pour les populations. C'est peut-être pour cela que les marchés réagissent mal à cette annonce ce matin, puisque le prix du pétrole est reparti à la hausse. Vous voyez qu'il dépasse désormais les $100. Isabelle. Sur les négociations à présent, Donald Trump dit que ça lui est égal que l'Iran reprenne ou non les négociations. Téhéran dit de son côté avoir été à 2 doigts d'un accord avec les États-Unis et Islamabad au Pakistan. Théo Bassilana avec Corentin Guisto à Washington aux États-Unis. Il y a de nouvelles informations ce matin dans les médias américains sur un possible nouveau round de négociations. Exactement, c'est une information du Wall Street Journal. Un deuxième cycle de négociations pourrait avoir lieu dans les prochains jours. Et ce n'est pas tout, des discussions seraient également en cours pour prolonger le cessez-le-feu actuel de 2 semaines. Cela, il faut le dire, contraste fortement avec les dernières déclarations du président américain Donald Trump, puisqu'il assurait finalement que cela lui importait peu s'il y avait une reprise ou non des négociations. Et puis c'est vrai que ces dernières heures, il a multiplié les menaces envers l'Iran et notamment sur leurs infrastructures civiles. Objectif selon lui, convaincre l'Iran de céder son stock d'uranium enrichi. Je vous propose d'écouter Donald Trump, c'était cette nuit à Washington. Juste pour que vous compreniez bien, l'Iran n'aura pas d'armes nucléaires. Aucune chance qu'il l'ait. Ils la veulent toujours, ils l'ont dit l'autre nuit, mais l'Iran n'aura pas l'arme nucléaire. Théo Bassilana en duplex de Washington et les frappes qui continuent au sud Liban. 6 morts hier dans des frappes, évidemment. Tout ça à la veille de négociations majeures qui vont s'ouvrir du côté de Washington demain. Nous serons en Israël dans un instant pour rejoindre Alizé Boissin. Mais d'abord, Clémence Zibou, vous êtes avec Sonia Reynou à Beyrouth. Que souhaite obtenir le Liban demain? Pour le gouvernement libanais, eh bien, c'est d'abord d'obtenir des avancées rapides et concrètes pour la population libanaise. Par exemple, un cessez-le-feu assez rapide et non pas forcément un plan de paix à long terme. Et ça découle aussi du deuxième enjeu, parce que le deuxième enjeu pour le gouvernement libanais, c'est bien de fédérer, de garder l'ensemble de la population libanaise derrière eux, parce qu'il y a une partie de la population eh bien, qui considère que le Liban est allé s'asseoir à la table des négociations sans conditions préalables, et que ça, c'est un problème, alors que le bilan humain est très lourd, plus de 2000 morts désormais depuis le début de cette guerre. Donc forcément, c'est l'enjeu principal pour le Liban. L'autre enjeu principal pour le gouvernement libanais, c'est de rappeler que la seule force légitime au Liban, c'est l'armée libanaise. Ni le Hezbollah, ni l'armée israélienne en zone tampon dans le sud ne peuvent faire le travail de l'armée libanaise, ce que rappelle le gouvernement, c'est-à-dire désarmer le Hezbollah, assurer la sécurité dans le sud du pays. C'est le rôle de l'armée libanaise et c'est ce que se va rappeler le gouvernement à Washington aujourd'hui.
du Liban. Nous allons en Israël retrouver Alizé Boissin, l'envoyé spécial de BFM TV à Tel Aviv. Comment Israël se prépare à ces négociations? Même s'il se prépare aux négociations pour Israël, le message est clair. Il continue de frapper le sud Liban. C'est vrai que Israël a cessé de frapper Beyrouth ces dernières 48 heures, a accepté d'arrêter ses frappes. Mais par contre, du côté du sud Liban, eh bien, les combats sont toujours extrêmement violents. L'armée israélienne a rappelé hier, par exemple, a fait remonter qu'ils avaient perquisitionné un hôpital où se retranchaient des membres du Hezbollah. Ils ont aussi rapporté des combats extrêmement violents au sol ou encore des frappes, des roquettes qui ont été envoyées sur Israël. Donc, impossible d'imaginer pour les Israéliens que nous avons rencontrés et même pour Benjamin Netanyahou d'arrêter les combats du côté du sud-Liban parce que l'objectif il est le même, il est simple et c'est celui qui sera d'ailleurs défendu par Israël demain lors des négociations, c'est de désarmer le Hezbollah libanais. Alizé Boissin avec Valentin Rivolier depuis Tel Aviv. Israël toujours sous haute tension, donc après l'échec des accords de ce week-end. L'armée israélienne est prête à reprendre le conflit avec l'Iran, et notamment grâce à l'utilisation de drones. Nos reporters se sont rendus dans une entreprise israélienne, Xten, qui intègre l'intelligence artificielle pour mener des missions de renseignement. Alizé Boissin avec Valentin Rivolier. À entendre son bruit, impossible d'imaginer la particularité de ce drone. Il est piloté grâce à l'intelligence artificielle. Le décollage se fait de manière totalement autonome. On appuie sur un seul bouton, on attend, 1, 2, 3, et il s'envole dans les airs. C'est dans ce laboratoire que les drones sont testés et leur technologie, c'est qu'ils peuvent se déplacer uniquement avec cette manette et les mouvements de la main. Vous pouvez voir la cible sur l'écran qui indique là où je pointe avec ma main, en haut, en bas, à droite, à gauche. Grâce à ces mouvements, je dirige le drone là où je veux. Une utilisation très simple à destination de l'armée. Cela permet aux soldats de rester en sécurité tout en effectuant des missions de reconnaissance extrêmement précises dans n'importe quel bâtiment. Ce modèle de drone peut voler environ 10 minutes, voire un peu plus, ce qui est largement suffisant pour scanner un bâtiment. Créée en 2018, cette start-up de Tel Aviv produit plusieurs exemplaires de drones. La dernière guerre les a encore poussés à innover. C'est le plus grand modèle, on l'appelle Honey Badger. Il est destiné aux missions de renseignement, de surveillance et de reconnaissance en extérieur. Il peut transporter une charge de 3 kg et réaliser des missions très longues. Depuis sa création, Xten produit plus de 10 000 drones à destination de 30 pays différents.